Hey, nous revoilà, c'est Bug, le numéro 17 de cette fabuleuse émission que vous suivez tous avec une attention toute particulière. Aujourd'hui, je suis accompagné des incontournables Grumpy Seb. Salut Seb. Salut. Et de Bastien. Salut Bastien. Hey. Et si vous ne connaissez pas encore le concept de l'émission, nous sommes trois, nous parlons de cinéma, de séries télé, et on dit ce qu'on en pense. La plupart du temps, on n'est pas très gentil, et des fois on est très gentil. C'est beaucoup d'amour et beaucoup de haine, c'est la vie, c'est Bug. Et aujourd'hui nous avons une spéciale à vous proposer, c'est une spéciale Café du Commerce. Donc on va traiter de plusieurs sujets plus ou moins en profondeur, plutôt moins d'ailleurs, on va autant le dire tout de suite. C'est un peu le concept de l'émission, on va essayer d'être concis et bref et d'amuser un peu la galerie si on y arrive, avec des sujets très divers qui ont émaillé les 15 dernières journées de l'actualité du 7e art et de la télévision. Donc les garçons, est-ce que vous êtes en forme? Très. Oh, ça se sent, hein. ça déborde, hein, ça perce le tympan. Et du coup, on va commencer par la première partie de ce Café du Commerce on va donc parler des derniers trailers qui ont fait parler la stratosphère de l'internet, la twittosphère, tout ce que vous voulez. Et on va commencer par la nouvelle version de l'adaptation du jeu vidéo mythique Tomb Raider. Et là, on envoie le lourd dès le début. N'est-ce pas Seb? Ouais, lourd comme les seins, j'imagine, de Lara Croft. Sexisme, bravo, c'est bien. Bravo, bon. Ouais, donc ce trailer, moi personnellement, j'en attendais que dalle, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les jeux vidéo au cinéma, c'est de la merde. Il n'y a rien à sauver, moi je trouve rien du tout à sauver en tout cas. Oui. Et Silent Hill, peut-être. Oui, visuellement, Gans a du talent, mais ça reste quand même de la merde, quoi, fondamentalement. Moi je l'aime bien, Silent Hill, mais bon, on peut. Après, il est très différent du jeu vidéo. Alors, ce qui est bien, c'est que l'émission a commencé depuis 2 minutes, on est déjà plus sur le bon sujet. C'est parti. C'est bon. C'est vrai. Super Mario, moi j'aurais dit en plus. Oui, Super Mario est drôle, c'est vrai. Ouais, effectivement. Donc voilà, on a eu 2 films déjà, avec Angelina Jolie. Deux chefs-d'œuvre. Ouais, 2 grands films. Le premier est vraiment pas mal comparé au deuxième, alors que c'est déjà une merde, c'est vous dire. Je les avais revus il y a pas très longtemps pour le plaisir, façon de parler. Ouais. Donc là, ils se sont dit on va faire un Tomb Raider, mais on va reprendre vraiment par rapport aux 2 derniers jeux qui sont sortis, qui revoient les origines de Lara Croft, et les 2 jeux sont vraiment visuellement très bien foutus. Enfin, en même temps, avec les nouvelles générations de consoles, c'est un peu le minimum syndical. Voilà. Mais surtout, les jeux sont vraiment très bien. Je les recommande chaudement. Et ce film-là reprend vraiment pas mal le look visuel des 2 derniers jeux. Et apparemment, ça suffit beaucoup à exciter certains qui ont l'impression que le film va déjà être génial. Je rappelle quand même que les adaptations de jeux, c'est de la merde. Donc, arrêtez de vous emballer pour rien. Attendez de voir le film. Mais apparemment, les messieurs d'Hollywood ont réussi leur coup. Donc, bravo à eux. Mais moi, je ne suis pas dupe. Alors après, en toute honnêteté, je m'attendais à une catastrophe, mais le trailer n'est pas spécialement désagréable, c'est juste que ça a l'air générique au possible, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'est le projet anonyme, quoi. Ouais, on verra le film, on l'aura, même s'il est sympa, en quoi je ne crois pas une seule seconde, mais on verra, on l'oubliera assez vite, malgré, quand même, notons-le, Walton Goggins dans le film, putain. Schwing. Ouais, moi je suis fan du mec. Bon, après il a fait pas mal de bousasses. Il était quand même déjà dans le 2e G.I. Joe, donc. Je vois qu'il est quand même pas mal dans pas mal de DTV aussi. Le pauvre, il a un peu des projets des fois qui sentent le pâté. Ouais, mais Quentin Tarantino, fan de la série Justified, l'a pris dans ses 2 derniers films. J'espère qu'il sera encore dans le prochain, parce que Goggins, on est tous fans de The Shield ici et de Shane Vendrell, donc. Puis il a une gueule. Meilleur. Ouais, et puis d'ailleurs il est aussi extrêmement drôle. Je vous recommande Vice Principals, la série HBO. Il est très 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 drôle dans cette série. Mais Walton Goggins, c'est vrai que ça fait partie de nos chouchous. À chaque fois qu'on en parle, on est toujours très attendri avec ce bon vieux Walton et sa tête et son sourire écarlate, éclatant, tout ce que vous voulez. Donc ouais, Tomb Raider, Bastien, tu l'attends de pied ferme toi aussi, je le sens.
Absolument, parce que je n'ai quasiment jamais joué aux jeux vidéo et je n'ai pas vu les 2 films qui ont déjà été faits, donc j'ai une attente de fou sur ce film. Donc on peut quand même signaler que l'actrice principale c'est Alicia Ouais, Vikander. Alicia Vikander, et j'ai quelque chose à dire là-dessus. Schwing. Parce que certains, personnellement, je ne trouve pas, mais voilà. Enfin, après, moi, je juge pas forcément. Moi, j'aime bien parler des physiques des personnes quand je les aime. Après, voilà. Enfin, on n'est pas là pour faire du. Il va falloir revenir sur cette phrase avant la fin de l'émission. Oui, voilà. En fait, Alicia Vikander, moi personnellement, je m'en fous de la taille des seins, tu sais, parce qu'il y en a qui vont s'énerver parce qu'elle a pas des gros seins et que Lara Croft, elle est supposée avoir des gros nichons. Je m'en fous, franchement, c'est pas le problème. Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft, c'est non. La meuf est fade, elle n'a aucun charisme. Son seul bon rôle, c'est dans Ex Machina, parce qu'elle joue un robot. Et pour prouver que c'est pas une question de mauvaise foi, je n'aime pas Ex Machina. Donc, moi, j'ai pas envie de voir cette meuf qui, dans le trailer déjà, est super fade, quoi. Je suis pas emballé du tout pour le moment, quoi. Alors Ex Machina, c'est justement, moi aussi j'aime bien le film. Il faut signaler que c'est réalisé par Alex Garland, le scénariste habituel des films de Danny Boyle. Et voilà, moi je le recommande, ça vous fera passer une soirée sympathique. Je crois qu'il est dispo sur Netflix. Oui, il me semble, oui. Ouais, donc voilà, mais donc Alicia Vikander, effectivement, elle est surtout connue pour ce rôle-là. Après, le restant de sa filmographie. Elle joue aussi dans le téléfilm 4 étoiles de Derek Cianfrance, dont j'ai oublié le titre. Ah oui, le truc des océans, là, où elle vole un bébé, quoi, un truc comme ça, ouais. Une vie entre deux océans. Voilà, avec son mec Michael Fassbender. Effectivement, ils se sont mariés, Carme et Rose de l'émission, ils se sont mariés très récemment. Bon, on fait un dernier petit point pour faire plaisir au public féminin. Oui, vas-y. Parce que c'est Lara Croft, c'est une héroïne pour le cinéma. Donc ça va être la nouvelle grande icône féministe. Et vu la période, le film aura de très bonnes critiques, même si c'est pas mérité. Un peu comme Wonder Woman, qui est le meilleur film de super-héros de tous les temps et qui sauve DC Comics au cinéma en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que les films précédents. Alors qu'en fait, si. Et Patty Jenkins, évidemment, est désormais depuis une très grande réalisatrice, un peu comme Hillary Clinton est une candidate parfaite pour la Maison Blanche. Enfin bref, tout ça c'est de la merde. D'ailleurs, je sais même plus qui réalise Justement, j'allais te le demander. Et effectivement, attends, je vais vite aller vérifier ça. Je te jure, en fait, personne n'en parle parce que tout le monde s'en bat les couilles, je pense. Tout le monde est focalisé. T'as la marque, donc ça aide déjà pas mal. Donc, notons quand même. C'est Roar Hutog. Putain, attends, ce nom me dit quelque chose. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bolgan, il a fait Hellsblord Flucht, Julian in Blaffiel, Fritville. Ouais, j'aime bien Frit. Regner Martin, A Fistful of Kebab. Ça c'est facile à prononcer. DX13036. Aften Aidet Gron et Snor. Oui. Donc c'est un réalisateur turc. J'ai adoré ça. J'adore ces films, surtout Flucht, qui moi personnellement m'a rendu complètement fou. Oui, mais je crois que Flucht 2 est un peu inférieur, malheureusement. Ouais, Flucht 2 va être une grosse déception, je pense. Voilà, je viens de me souvenir que le papa de Lara Croft est joué par Dominic West, alias Jimmy McNulty dans The Wire. Le mec a une carrière ciné un peu pourrie quand même, faut le noter. Et The Affair aussi, il faut quand même Dominic West. Ouais, j'ai pas été au-delà du premier épisode, donc... je suis pas allé au-delà de la première saison et malheureusement on vient de me vendre la saison 3 comme un what the fuck total. Donc, oui, pareil. Ça pourrait relancer mon intérêt. Donc Dominic Tu veux un tout dernier point pour revenir sur ce truc de féminisme pour faire plaisir aux spectateurs parce que c'est un peu le sujet du moment et je pense que si on fait un hashtag féminisme, on va avoir quelques clics et quelques RT et quelques faves et quelques insultes, beaucoup. Remets-nous une petite poire, Christine, vas-y. On vit une époque formidable, donc comme je le dis, ce truc comme Wonder Woman sera forcément un chef-d'œuvre. Pour revenir sur le cinéma, le vrai, à la sortie de Mad Max Fury Road aux USA, il est sorti le même jour que Pitch Perfect 2, qui est, comme le premier, une bouse. Mais des féministes, pourtant un peu cinéphiles, dont certains, dont j'aime beaucoup lire ce qu'ils pensent, et parce que je trouve qu'ils ont un vrai point de vue sur le cinéma et qu'ils savent de quoi ils parlent. Ces gens-là
qui hurlait pourtant au chef-d'œuvre en parlant de Mad Max Fury Road, c'est important, disait que c'était formidable que Pitch Perfect 2 ait fait un meilleur score au box-office parce qu'il est écrit, réalisé et majoritairement joué par des femmes. Donc je pense que c'est le moment idéal pour sortir un film Tomb Raider, car ce coup-ci ce sera forcément bien et ça me fait vraiment peur pour l'avenir du cinéma. On en parle d'ailleurs comme un favori potentiel pour les Oscars. Oui, déjà, quand t'as fait Fluct, forcément, tu peux courir pour la Palme d'Or et tout, quoi. Et Fluct. Fluct. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Tomb Raider. Hein. Et la date de sortie, elle est prévue pour quand? C'est début 2018, non? J'imagine que c'est un truc genre mai. Attends, voyons voir. Ah, pour le Festival de Cannes. Pas exactement. Attends, c'est un film pour... Non, 16 mars aux États-Unis. Ce sera l'anniversaire de mon frère. Bon anniversaire. Quel beau cadeau. Ouais. Donc, en tout cas, tu parlais de Wonder Woman et j'ai vu le film récemment. Bravo. Et je rejoins la presse dithyrambique. Parce que... C'est pas possible, c'est pas crédible ça, monsieur. C'est ce que j'ai dit, je pense que pour moi c'est le meilleur film de super-héros depuis un bon petit moment. Il est au-dessus de tous les Marvel. Je trouve que le film se tient assez bien. Après, effectivement, je mettrais 3 sur 6, c'est pour vous dire aussi ce que je pense de tous les autres films de relativiser. Mais je trouve que le film se tient plutôt bien, assez classique effectivement au niveau de l'histoire. Mais la relation avec Chris Pine est assez... Chris Pine est très très bon en film. Bah ouais, je trouve qu'il apporte pas mal à l'histoire. Et puis après, effectivement, toutes les scènes d'action sont pas folles, mais au moins on n'a pas l'humour à la con des Marvel, de toutes de la production Marvel. Et puis c'est un film assez indépendant finalement. T'as pas besoin d'avoir vu tous les autres films autour pour le comprendre et le suivre. Vaut mieux vu qu'il se passe quand même 40 ans avant, donc 60 ans. 70 mais du coup, oui. 70, pardon. Comme le personnage de Wonder Woman, à la base, j'en ai un petit peu rien à carrer. J'ai trouvé qu'il s'en sortait plutôt pas mal avec le personnage. Un dernier point polémique rapide. Vas-y, on a toujours le temps pour la polémique. Dans le casting de Tomb Raider, je viens de voir que il y avait un mec qui s'appelait Rowan Polanski. Enfin, Polanski. C'est presque pareil, hein. C'est un mélange de Mr Bean, donc Rowan Atkinson, et de Roman Polanski. Donc c'est une Mr Bean chez les enfants. Oui, voilà. Donc voilà, ça, la rigueur, je serais prêt à payer pour aller voir ce projet. Donc on va enchaîner tout de suite avec On peut recommander Roman Polanski dans Rush Hour 3 qui aime bien mettre des dents dans le cul à Jackie Chan et Chris Tucker. On va oublier ça. Donc on enchaîne avec Jumanji, une Madeleine de Proust pour votre génération, les gars. Je crois que je vais pas trop spoiler votre âge, mais en disant que c'est plus votre génération que la mienne, Jumanji. C'est un putain de film, ouais. Et donc la nouvelle version avec notre ami Dwayne Johnson, The Rock. Ouais, Bastien, tu veux parler un peu de Jumanji peut-être ? Écoute, moi, effectivement, c'est un film d'enfance important, donc le film avec Robin Williams et Kirsten Dunst, qui était la gamine, si je me souviens bien. J'avais le film en laserdisc. Waouh, classe. Ça remonte pour les gens qui ne savent même pas ce que c'est. C'était la forme d'un vinyle, mais c'était des films en fait. En CD, voilà. En 2 faces, si je ne m'abuse. Pour les films qui duraient moins de 2 heures, oui, sinon c'était sur plusieurs disques. Ouais. Alors quand t'avais l'été une fois en Amérique... tu te levais 4 fois pendant le visionnage. Et donc il y avait aussi eu le dessin animé qui avait marqué notre enfance, qui était diffusé le matin de Jumanji. Et du coup là, effectivement, ils refont une version dont on n'a vraiment pas besoin, je pense. Oui, c'est ça, c'est la question, c'est qu'on se demande, qu'on se pose, c'est pourquoi Jumanji ? Et quel est l'intérêt Donc toi Seb qui a suivi un petit peu l'affaire, dis-nous... Moi je suis un grand fan de The Rock, notre ami Dwayne Johnson, je pense comme vous d'ailleurs. Ah, on aime beaucoup Dwayne Johnson. Qui est pas forcément un très grand acteur, mais qui pour moi est un peu le Schwarzenegger de notre époque. C'est juste qu'il manque, contrairement à Schwarzenegger, d'un réalisateur de plusieurs réalisateurs, parce que Schwarzenegger a eu de la chance. Il a travaillé avec Cameron, qu'il a travaillé avec Milius,
c'est bien, c'est Milius ou Oui. Milius, je sais pas, Milius. Il a Avec, travaillé avec John McTiernan. voilà, il a quelques putains de grands films dans sa filmographie, et c'est ce qui manque à The Rock aujourd'hui, c'est des réalisateurs de cette trempe pour lui filer. Mais The Rock fait la même chose que Schwarzenegger, il va se perdre dans des comédies, et c'est pourri, et là en plus c'est avec Kevin Hart, et je déteste Kevin Hart. Si ça s'appelait pas Jumanji, moi après le trailer j'aurais dit que ça avait l'air médiocre, mais ça s'appelle Jumanji, et c'est là quoi, c'est-à-dire c'est juste continuer d'aller piocher dans les trucs des années 80 pour 10. jouer sur cette saloperie de nostalgie. J'ai pas vu le remake de ça. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un remake du coup, vu que c'est un téléfilm à la base et que maintenant c'est un film. Mais par exemple, c'est pareil quoi. Les mômes ils se retrouvent dans les années 80 ou les années 50. Et après, je comprends s'ils veulent faire la partie adulte à notre époque. Ça me paraît logique. J'ai pas vu le film encore une fois, donc je sais pas si ça joue comme Stranger Things le fait sur les années 80. Mais si c'est le cas, c'est vraiment pourri. Je commence un petit peu à en avoir marre de cette nostalgie sur les années 80, dont beaucoup de gens sont, comme moi d'ailleurs, j'ai grandi dans les années 90. Pour moi, je suis un produit des 90s, pas des 80s, même si j'ai énormément d'amour pour ces années-là, puisque finalement, je les ai regardées en grandissant aussi. Mais je les ai pas vécues, donc cette nostalgie, elle me semble complètement faussée et stupide, et Hollywood en profite un peu, et ça commence à me péter les couilles, et donc là, ils reprennent le concept du film, enfin, non, ils reprennent le concept, à savoir d'aller dans le jeu, et ils nous montrent ce que ça va être d'être dans le jeu, sauf que maintenant c'est un jeu vidéo, ils ont des avatars, et ça va être un gros film d'action complètement con. Je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ça va sortir une semaine avant ou après Star Wars, je sais déjà d'avance que ça va se faire démolir, et c'est tant mieux. Oui, parce que c'est ça, c'est que le problème de notre ami The Rock, c'est qu'il fait les mêmes erreurs que Schwarzy, sauf que Schwarzy, à côté, il avait quand même ses sagas qui cartonnaient avec ses projets avec des réalisateurs solides et tout, sauf que The Rock n'a pas du tout ça, quoi. Lui, il a beaucoup de projets pourris, et il n'a pas encore, pour moi, le film qui a fait décoller son truc, quoi. Son statut, qui le fait passer à un niveau au-dessus, quoi. Ouais, clairement, et c'est ça, c'est même dommage. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un réalisateur qui vienne et qui fasse. Enfin, McTiernan étant de retour, enfin, il fait des pubs, mais j'adorerais que McTiernan nous balance un putain de film d'action comme il en a le secret, mais avec The Rock. Parce qu'en plus, The Rock, c'est ça le truc, c'est que il ramène du monde en salle, quoi. Donc déjà j'ai peur, du coup ça va faire cartonner Jumanji, quoi. Mais j'adorerais qu'un réalisateur, un vrai, le fasse jouer dans un putain de bon film d'action, quoi. Ouais. Xavier Dolan, si tu nous écoutes. Oui, voilà. Il n'y a que lui pour sauver le cinéma d'action. Je pense que voilà. Et écoutez, je pense qu'on peut passer à la prochaine petite friandise de l'émission. C'est donc l'arrivée prochaine sur Netflix de la série Punisher. Oui. Est-ce que vous avez vu les films ? Non, ni celui avec Dolph Lundgren, ni celui avec Thomas Jane. Ah, il y en a 3, il y en a un troisième. Hein. Oui, c'est vrai, avec celui qui joue dans Rome, l'acteur qui joue dans Rome, là, je ne sais plus son nom. J'ai oublié son nom également, mais c'était de la merde. Hein. C'est le pire d'ailleurs. Ah, pourtant, c'est réalisé par une femme, alors j'aimerais que tu dises que c'était quand même bien fait. C'était forcément un chef-d'œuvre de mise en scène, avec notre ami Dominic West dans le rôle du méchant. Oh, d'ailleurs. Ouais, toujours dans les bons coups. Oui. Donc voilà, John Travolta dans celui avec Thomas Jane, ouais, effectivement. Le meilleur, ça reste quand même celui avec Dolph Lundgren, étonnamment, qui vire entre le nanar et le film, mais ultra badass. Je me souviens d'une réplique absolument géniale où le Punisher se fait arrêter et on lui demande 150 meurtres en 50, appelle ça comment ? Et t'as Frank Castle qui répond un travail en cours. Putain, quoi. La manière dont il le balance, ça fait punchline, mais en même temps, tu te dis waouh, quoi. Et voilà, le film vacille entre les deux. Et je crois que nous avons eu en France, il faut le signaler, une fort belle édition de ce film, donc réalisé par Mark Goldblatt, qui est à la base un monteur américain, et donc qui avait fait cette première version de Punisher avec Dolph Lundgren. Et donc oui, il y a une belle édition DVD qui est sortie. Alors je crois que l'éditeur c'était Ecstasy of Gold, à confirmer, mais avec un montage revu par Mark Goldblatt, et donc c'est pour une petite friandise pour les aficionados des films de super-héros des années 80, et il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Ouais, et puis la VF était très très bonne. Voilà, comme souvent à l'époque.
Ouais, donc là, le Punisher revient sur Netflix après avoir déjà fait une petite apparition, enfin une grosse même apparition dans la saison 2 de Daredevil. L'acteur qui le jouait était un miscast absolu dans Walking Dead, donc il y avait une grosse inquiétude là-dessus. Et il était vraiment formidable en fait. Appelons-le par son nom, c'est notre ami John Bertal. Voilà, exactement. Qui est aussi très bon dans le Loup de Wall Street de notre ami Martin Scorsese. Et qui était complètement... alors je me souviens qu'il jouait dans le Show Me a Hero de David Simon, mais il avait un tout petit rôle et pour le coup il m'avait pas trop dérangé. Parce qu'effectivement j'ai de lui l'image de The Walking Dead et c'est vrai que c'est très pénible. Problème, ouais. Mais ici le problème, c'est que je suis super excité parce qu'il était très bon dans Daredevil, le travail sur le personnage était très bon aussi, mais après le triplé Luke Cage, Iron Fist et Defenders, il y a de quoi être inquiet. Parce que c'était de la merde, hein, soyons honnêtes, ces 3 séries-là étaient vraiment pourries, malgré Daredevil présent dans Defenders. Mais le trailer est super efficace et bien violent. Je sais déjà que la série va souffrir du même problème que toutes les autres séries Marvel Netflix, à savoir une histoire ultra rallongée en 13 épisodes. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie d'y croire. Et ouais, donc c'est prochainement quand même la sortie, là, je crois. Hein. C'est en novembre. Ouais, c'est ça. Normalement. C'est après Stranger Things, donc ça sera la grosse sortie Netflix après Stranger Things. Probablement, oui. Ouais, sur laquelle ils misent beaucoup. Et Bastien, Punisher, ça te tente ? Pas du tout. Je n'ai pas suivi aucune des séries Netflix sur les super-héros, donc celle-ci passera à la trappe comme les autres. Et bah voilà, comme ça. Et pourtant, après on faut voir ce que donnera la série, mais le Punisher c'est vraiment le genre de personnage que moi personnellement j'adore puisque c'est du vigilant quoi. Ah oui voilà, mais il y a un gros badass. potentiel, mais est-ce que justement Netflix va y aller à fond les ballons ? Est-ce qu'on sait déjà la classification de la série ? Est-ce que ça sera du moins de 12 ou quoi ? Parce que c'est quand même un des problèmes principaux, excusez-moi. Sur ce genre de projet, c'est que le personnage est très badass et normalement ça devrait être quelque chose de très violent, et est-ce que ça va pas être un peu aseptisé du fait de sa diffusion sur Netflix ? La saison 2 de Daredevil était quand même par moments assez violente. Après c'est pas non plus du hardcore absolu, mais par rapport aux 3 adaptations qu'on a eues du personnage, c'est la meilleure et la plus violente, clairement. Donc à mon avis ils vont oser quand même y aller parce que c'est le Punisher quoi. Ce serait con de passer à côté. Parce que je me souviens juste... En tout cas, la preuve que c'est le bordel aussi dans cet univers-là, c'est que moi je pensais que la série avait déjà eu une saison en fait. Je pensais que ça existait déjà. Ouais, moi aussi. Non, c'est la saison 2 de Daredevil. Ouais, c'est ça, il jouait déjà dedans. Ouais. Il était dans Daredevil, dans la saison 2. Ouais. Mais ouais, effectivement, donc je me souviens que c'était ça le problème principal sur l'adaptation avec Thomas Jane, c'est que le film n'était pas vraiment violent et que c'était quand même un souci. Après, il y avait une scène de torture avec une glace, quoi. Donc ça donne au niveau, quoi. Ah ouais, effectivement. Mais est-ce que c'est une glace au foie gras aussi Voilà, là est toute la question. Voilà, private joke, la grosse private joke. Oui, parce que monsieur fait des dégustations de glace au foie gras. Voilà. Et je ne le conseille pas aux auditeurs, c'est absolument dégueulasse. Je me doute bien. Mon Dieu, une glace au foie gras. Même si vous adorez le foie gras, la glace au foie gras, ce n'est pas recommandable. Christine, une autre s'il te plaît. Alors, écoutez, du coup, on va passer maintenant à encore un autre sujet qu'on souhaite aborder. Maintenant, on va parler des projets qui ont vu le jour récemment, là, à travers le monde. Et donc, là, le grand retour en fanfare de la saga que nous chérissons aussi ici, malgré ses dérives récentes, c'est celle de Terminator de notre ami James Cameron. Donc là, il y a un 6e épisode qui est mis en branle avec le retour en plus de Linda Hamilton. Qui est morte dans le 3e. La Sarah Connor mythique, la seule et unique Sarah Connor mythique de la série, il faut quand même l'avouer. Donc évidemment. Les garçons, est-ce que ce projet, ça vous met un petit peu l'eau à la bouche? Et si oui, et sinon, pourquoi? Bah non. Et pourquoi? Bah, Terminator 2 est absolument formidable, on est tous d'accord. Génial, chef-d'œuvre. Mais il est moins bien que le premier. Ça se discute, je suis d'accord. Ça se discute. Mais enfin voilà. On va dire que les deux premiers sont quand même des monuments. Oui. Puis c'est même clairement pour moi, le 2 est une date dans l'histoire du cinéma. Au niveau des effets spéciaux, ça avait. Clairement, oui. Waouh.
Mais bon, voilà. Après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chanson pour le restant de la saga. Après, le troisième, il est sympa, mais c'est surtout sa fin qui est bien, très osée. Le quatrième est sans grand intérêt, mais se laisse regarder. C'est le 4, c'est Salvation. Ouais, exactement. Ouais, c'est une merde. Moi, ça va, je le trouve pas si catastrophique que ça. C'est juste qu'à la fin, on se demande à quoi bon. Et le cinquième, Genesis, c'était une merde. Donc, en partant de ce point de vue, je vois pas comment se réjouir pour un sixième film, en fait. On nous annonce le retour de Linda Hamilton. Ça veut dire qu'en fait, le film, ça va être le vrai Terminator 3. Ouais. Et comme James Cameron est impliqué, forcément, les gens hurlent déjà au chef-d'œuvre. Mais ça va être très très drôle de les voir défendre Cameron et Schwarzenegger ce concept-là, en sachant que eux-mêmes défendaient Genesis en disant que Salvation était nul. Donc ils ont effacé de la timeline Genesis aussi, et je comprends pas. Enfin, c'est presque une fanfiction finalement. On se débarrasse des épisodes qui nous embêtent et on en fait un nouveau. Enfin, c'est comme Neil Blomkamp voulait faire avec Alien avant que. Pour Alien, ouais. Avant que Alien Covenant vienne foutre le bordel dans tout ça, qui était une merde aussi d'ailleurs. Enfin, de toute façon, j'ai pas confiance en Blomkamp non plus. Donc, enfin, bref, c'est n'importe quoi comme principe. Laisser mourir cette saga, quoi. Ouais, après, je comprends leur démarche. Hein, je suis plutôt d'accord avec eux. Hein, les derniers épisodes. Oh, c'est vrai que j'ai un peu. Moi aussi, le 3, je sais pas pourquoi, j'ai une tendresse particulière pour cet épisode. Mais bon, s'il n'existait pas, ça me poserait pas non plus de problème. Mais C'est après, surtout sa fin en fait, là, au 3. La fin est extraordinaire, quoi. Elle est osée, quoi. Et puis c'est surtout aussi que le Terminator était une femme. Quand même, là aussi, c'était en avance sur son Bastien. temps. Ça va. Et puis c'était Kristanna Loken, je crois. Kristanna Loken, ouais. Un bon swing, hein, un bon swing des familles. Et non, le 3, ça restait plutôt honorable. Et c'était Jonathan. C'est pour ça qu'il était moins bien que le 2 aussi, c'est que du coup, c'était pas deux hommes face à face. Donc, ça expliquait déjà. C'est vrai qu'il n'y avait pas cette dimension homosexuelle qui sous-tendait tout le 2. Une Suze, Christine, s'il te plaît. Moi, je pense que le problème des Terminator pour nous, c'est que c'est vraiment les films de James Cameron et d'une époque précise du cinéma, et que refaire ça aujourd'hui, on ne voit pas trop l'intérêt, surtout que Schwarzenegger a vieilli, on voit pas trop quelqu'un reprendre non plus le flambeau de tout ça. Et pourquoi pas The Rock? Pourquoi pas proposer à The Rock de faire son Terminator? Ça vaudrait le coup d'essayer, non? Je pense qu'on est beaucoup à y penser en fait. Mais moi je pense que ça lui irait plutôt pas mal. Hein. Ça serait une solution de facilité, certes, mais il n'aurait pas beaucoup de dialogue, il a la carrure athlétique, il n'y a pas de souci, à mon avis, il en ferait un plutôt correct. En plus, dans le très mauvais Welcome to the Jungle, enfin Bienvenue dans la jungle, ça s'appelle en français. Welcome to the Jungle, c'est le sous-titre de Jumanji 2. Je me souviens plus du titre, mais le film qu'il a fait avec Sean William Scott, il y a un passage de flambeau avec Schwarzenegger dans une très courte scène, il fait un caméo. Donc ça me paraît très logique en fait. Ouais, c'est sûr que je pense que les mecs, ils ont déjà envisagé, enfin j'espère qu'ils ont déjà envisagé cette solution. Après, moi, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, dans les projets dont on parle, c'est un projet, moi, que je ne cracherai pas dessus. J'aime la saga, j'aimerais bien que ça soit relancé avec une qualité. De toute façon, on sait bien que Cameron ne se mettra pas à faire la mise en scène, il va rester dans l'ombre à produire au mieux. Je suis même pas sûr qu'il se mette au scénar. Après, pareil, il faut pas se voiler la face. La carrière de Linda Hamilton, tu lui enlèves les Terminator et puis la série télé La Belle et la Bête, ça ressemble pas à grand chose. Donc, enfin voilà. Mais il y a déjà un nom qui a été annoncé là en tant que réal. Si c'est le mec de Deadpool, ouais. Mais oui, c'est ça, effectivement. Ça fait peur. Ouais. C'est ça qui est pas terrible, quoi. Ouais, après, J'aime bien Deadpool, mais ça brille pas par sa mise en scène, quoi. Non, mais bon, voilà, après, du coup, tu sais que le mec est un artisan, on va dire, plutôt solide, qui a déjà un gros succès derrière lui, donc il pourrait avoir les coups des franches pour faire ce qu'il veut à peu près. Ça peut s'envisager comme ça aussi, je pense. Mais bon, de toute façon, vu le rythme de croisière de l'ami Cameron et qui commence le tournage de Avatar demain, n'est-ce pas? D'Avatar 2, 3, 4. Aujourd'hui, donc, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, pendant que vous êtes en train d'écouter Bug, James Cameron il fait ses petits réglages, donc voilà. Et donc ouais, ce Terminator 6, pour l'instant c'est qu'un projet, les noms commencent à arriver les uns après les autres, mais
c'est pas prêt de voir le jour non plus, je pense. Donc voilà, on va pouvoir passer à un autre sujet, et c'est encore une Arlésienne cette fois-ci dont on va parler. Et alors là, pour le coup, celle-ci, elle a quand même un paquet d'années aussi. C'est l'adaptation live d'un manga culte et d'un film d'animation qu'on adore, je crois, aussi sans trop me tromper, Pas moi. tous les trois. Oh. Donc c'est Akira de notre ami Katsuhiro Otomo, et donc une version live serait de nouveau en chantier à Hollywood. Ouais, par Taika Waititi. Oui, donc le réalisateur de Thor 2, c'est ça? Thor 3, celui qui Thor sort 3. fin octobre, qui a également réalisé le What We Do in the Shadows. Ah oui, Vampire en toute intimité ou un truc comme une connerie comme ça en VF. en français, ouais. Je vais me permettre un petit coup rapide de vous recommander son dernier film en date, Hunt for the Wilder People, avec notre ami Sam Neill. C'est un film très très drôle, très touchant. Voilà, je vous le recommande vivement. Je déteste What We Do in the Shadows, mais pour le coup, vraiment, Hunt for the Wilder People, c'est très très bien. Je vous le recommande chaudement, vraiment. Donc c'est un réalisateur néo-zélandais, hein, il faut Ouais. préciser que donc comme Sam Neill et comme toute la clique de What We Do in the Shadows. Et donc oui, c'est lui qui est mis à la tête de cette nouvelle adaptation d'Akira, dont on peut rappeler quand même qu'il y a eu à l'époque Steven Spielberg qui était annoncé avec dans le rôle principal Leonardo DiCaprio. Enfin vraiment, il y a eu moult versions d'annoncés, et ça ne s'est jamais concrétisé. Et je pense qu'il y a une raison à celle-là. C'est quand même un manga qui est extrêmement dense. Même l'adaptation en film, c'est quand même bien condensé par rapport à la version papier, n'est-ce pas, Bastien? Toi qui as lu tous ces tomes Ouais, absolument. Voilà, la première fois que j'avais vu le film d'Otomo. du coup, d'Otomo, et que j'avais d'abord lu les mangas, j'avais été extrêmement déçu parce qu'effectivement c'est très réducteur le film. Mais après j'ai appris à aimer aussi du coup les deux versions. Mais c'est vrai qu'en tant que film, à la limite faire une série ça pourrait être... Ouais. Bon, il faudrait un putain de budget quoi. Ouais, faut quand même pas oublier que ça parle d'un monde qui détruit, avec des ados qui font régner. Bon, il y a un côté post-apo qui marcherait bien en ce moment, hein. C'est un peu aussi dans l'air du temps tout ça, mais clairement, je suis pas très sûr que en film ça soit viable comme projet. Mais bon. Et puis c'est pareil, qui est dans le rôle d'Akira, on va encore après avoir les problèmes de whitewashing et compagnie comme il y a eu sur Ghost in the Shell. Enfin, ça pose de multiples problèmes quand même. Et qui a la musique, parce que rappelons que le manga quand même c'était cette musique aussi qui était absolument incroyable. Absolument, une BO dantesque dont le nom du compositeur est... Oh là là. C'est Shino, je sais plus quoi, mais c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est une BO absolument dingue. Qui ressort, petite parenthèse, en vinyle aussi très prochainement. Je me demande si c'est pas le vendredi 29 septembre. Vérifiez chez vos disquaires, mais je crois qu'elle ressort en vinyle là. Donc sortez les pépettes. Et donc oui, Seb, si j'ai bien compris, toi le film d'animation, non. Bah, j'ai pas lu le manga, mais l'animé, non. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est comme Ghost in the Shell. Je sais pas, j'adhère pas au truc. Après, je vais pas te dire que j'ai trouvé ça mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste Ouais. que j'adhère absolument pas au truc. Du coup, je regarde le truc et je trouve que c'est froid et je rentre jamais dedans. Et du coup, je m'ennuie un tout petit peu beaucoup. Ah, c'est Ça passe marrant, pas. c'est une facette de ta personnalité qu'on ne connaissait pas. Enfin, que je ne connaissais pas personnellement. Et bien écoute, j'ai encore moins de respect pour toi qu'avant le début de l'émission. Ouais, je sais. Je fais cet effet-là aux gens quand ils apprennent à me connaître. Généralement, je suis en train de parler aux gens, ils me disent il a l'air cool ce mec. 5 minutes plus tard, je peux plus lui plaire. C'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis, que ma famille me rejette et que je suis au bord du suicide. Donc j'ai lancé un crowdfunding d'ailleurs pour m'acheter de quoi me suicider. Donc voilà, www.pandesébastien.com. Allez-y, donnez-moi de l'argent. Ça fait nom d'homme politique, Pandé Sébastien. Oui. Votez pour moi, votez pour ma mort.
Donc, je crois que sans commune mesure, et on est tous d'accord, ce Akira Live, on n'en veut pas. Hein. Non, et puis surtout, quand tu annonces un réalisateur pareil, attendons de voir Thor, parce que si ça se trouve, ce sera une catastrophe. Le mec a jamais fait de blockbuster avant, donc attendons de voir le film quand même, je pense. Ouais. Oui, il y a des choses comme ça qu'on a du mal à comprendre. C'est comme on a vu là, je vais faire un petit aparté aussi, que notre ami Sylvester Stallone, que j'appelle personnellement papa, était en train de tourner Évasion, je crois que c'est le titre en français. Évasion 3. Ouais, en VO c'est Escape Plan. Il est en train de tourner le troisième alors que le deuxième n'est pas encore sorti, que le premier était. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que le deuxième n'est pas encore sorti, ils sont déjà en train de tourner le 3 et que le premier n'avait pas marché. Donc voilà, ça fait partie aussi des mystères de l'univers que je rajouterai à la longue liste des projets hollywoodiens sans queue ni tête. Salut à toi GG. Voilà. Est-ce qu'on peut parler polémique à nouveau? Ah bah bien sûr. T'as mentionné le whitewashing, donc j'aimerais juste mentionner un truc à tous les crétins qui nous écoutent et qui gueulent au whitewashing à chaque fois. Si par exemple, Ghost in the Shell se déroule, le film avec Scarlett Johansson se déroule à Tokyo. Donc le fait de prendre Scarlett Johansson, dans ce cas-là, oui, c'est du whitewashing. Mais si vous prenez un film japonais ou quoi que ce soit et que vous le transposez aux États-Unis, comme par exemple Death Note, ce n'est pas du whitewashing puisque ça se déroule aux États-Unis. Donc prendre un acteur blanc pour jouer le rôle n'est pas du whitewashing, bande de connards. C'est une adaptation. Fermez vos putains de gueules avec vos polémiques de merde. Il n'y en a pas. Exactement. Ah, je crois que 10 euros viennent d'arriver sur ton compte. Et pourtant, vous vous souvenez que je n'aime pas Death Note, donc je suis pas là pour défendre le film ou quoi que ce soit. Mais je considère que non, ce n'est pas du whitewashing à partir du moment où c'est une adaptation et qu'elle se déroule dans un autre pays. Si tu le fais dans le pays d'origine, oui, alors là, il faut prendre un acteur de l'origine du pays. Oui. Mais autrement, non. Fermez vos gueules avec vos putains de whitewashing et vos polémiques de merde. Oui, ça, je crois qu'ils sont servis. Donc, voilà, Akira ne passera pas par moi. Et maintenant, par contre, on va parler aussi d'un projet qui, je pense, peut nous intéresser tous les trois. C'est la mise en chantier de Watchmen, l'adaptation du comics d'Alan Moore en série HBO, je crois, c'est HBO, hein, ouais. Confirmé. Ouais. Et dont à la tête ne serait-ce pas notre cher Damon Lindelof. Exactement. Et donc, il a posté sa petite photo sur Instagram pour confirmer que ça y est, c'était greenlighté. dans les papiers. Greenlighté, ouais. Pour, est-ce que c'est le pilote qui est greenlighté ou c'est toute la... ouais, apparemment toute la c'est juste un pilote pour le moment. Ouais. Donc pour ceux qui ont déjà lu le comics et qui ont déjà vu le film de Zack Snyder, est-ce que ça vaudra le coup de revoir? Oui, ça moi je pense que oui. Oui, moi aussi, bien sûr. Fondamentalement, c'est important même. Alors, Seb, est-ce que tu as lu le comics? Et oui, tout à fait. Moi aussi, je suis pas un grand adorateur des comics, mais celui-ci, je l'ai lu. J'aime bien le travail d'Alan Moore, donc celui-là, j'avais lu. Et le film de Zack Snyder, je crois que tu es un peu comme moi, tu l'aimes bien. Je l'aime énormément, même de plus en plus. En fait, je trouve le film formidable, mais comme tu fais un film et qu'il faut opter pour un point de vue, c'est ce qu'a fait le film. Et je pense que c'est là que la série pourrait être intéressante. Justement, elle va pouvoir se permettre plus de choses. Elle va pouvoir s'intéresser à plus de personnages et vraiment suivre leurs histoires. J'adore Snyder, mais il a fait quelques ajouts que je trouve grossiers, genre les ralentis sur des séquences de baston un peu gore à la con. Je trouvais ça son style visuel, quoi. Ouais, j'avais pas trouvé ça super nécessaire. Par contre, il avait changé la fin avec l'arrivée du monstre. Il avait transformé tout ça. J'ai trouvé que la fin de le film était brillantissime dans l'adaptation et la modification, tout en gardant le point de vue du comics. Et je trouvais ça. Elle était judicieuse. Elle était très judicieuse. C'était super bien vu et pour moi, ça reste vraiment du coup allez, on va dire. C'est facilement dans le top 5 des meilleurs films de super-héros qui existent, quoi, clairement. Vraiment, même si le film décalque beaucoup la BD. Oui, c'est pour ça que c'est un reproche qui est fait régulièrement au film et que j'entends parfaitement. Clairement, effectivement, il y a des cases, elles sont prises telles quelles dans le film. C'est exactement ce qu'il a fait sur 300 d'ailleurs. Il avait repris case par case. Non, mais voilà, mais après, c'est un point de vue. Alors, on peut trouver ça paresseux, tout ce que vous voulez.
Mais après, le fait que pour moi, le film se tient bien, il a une bonne gueule, le director's cut, pour ceux qui l'ont vu, il est encore mieux. Il y a quand même une bonne demi-heure en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, il est encore plus proche du comics. Enfin, moi, je trouve effectivement le film vraiment super intéressant, quoi. Le seul bémol que j'ai peut-être pour la série, c'est qu'il faudrait opter pour une mini-série, justement. Parce que Ah oui. quand ils auront plus le matériau de base d'Alan Moore, ça risque d'être compliqué et je vois pas comment faire ouais. durer le truc sur plusieurs saisons. Bah, c'est surtout que oui, le sujet est quand même, voilà, c'est très ramassé. Ah si, ce qu'il peut faire, c'est partir des premières générations et après, enfin voilà, des trucs qu'on voit très peu dans le comics et dans le film, avec l'équipe des Watchmen antérieure. Mais est-ce que ça a d'intérêt de faire ça Les par Minutemen. Voilà, par temporalité, je suis pas très sûr que ça ait beaucoup d'intérêt de faire ça. Mais oui, et puis surtout que moi j'attends au tournant le casting parce que ça peut, enfin pour moi, vu la galerie de personnages là, il faut quand même un casting et qu'une bonne gueule. J'avais lu quelqu'un dire Mel Gibson dans le rôle du Oui. comédien et je me dis putain c'est brillant. J'ai vu exactement le même tweet et je me suis dit exactement la même chose, ça serait parfait dans le rôle effectivement. Ouais, clairement Mel Gibson dans le rôle du comédien, ça serait génial. Et qu'est-ce qu'on pourrait à la place pour comment ça s'appelle Spectre notre soyeux, ami moi, j'espère qu'ils vont nous faire encore quelque chose de bien pour exciter Bastien, quoi, qui aime les femmes. C'était Carla Gugino dans l'adaptation de. La première et la deuxième, c'était Malin Ackerman. Malin Ackerman, ouais, Schwing, effectivement. Les deux sont Schwing, ouais. Ouais, les deux Schwing. Et putain, comment il s'appelle l'autre personnage, le faucon? Enfin, pas l'aigle. Le hibou. Le hibou, pardon. Putain, c'est Patrick, c'est quoi son nom? Patrick Wilson. Patrick Wilson. Que j'aime énormément aussi, d'ailleurs. Et moi aussi j'aime bien, et pourtant il y a des fois il est particulièrement fade, mais là pour le coup ça lui allait plutôt bien ce petit côté, mais parce que ça collait bien au personnage. Mais oui, il était très bon. Et rappelons d'ailleurs que le comédien dans le film de Zack Snyder était interprété par notre ami Dean Morgan. Dean Morgan, ouais. Ouais, maintenant dans The Walking Dead. Et qui sera le Batman du film Flashpoint. Qui a, rappelons, moi je crois que la première fois que j'ai vu ce monsieur c'était dans Halloween Résurrection 20 ans après, là je sais plus, ouais, voilà. Et à l'époque déjà c'était mais c'est qui ce sosie de George Clooney? Donc c'est moche. Mais donc ouais, ce projet de Watchmen sur HBO, il a quand même de quoi faire saliver pas mal de gens quand même. Surtout que Lindelof se place un peu comme un mec de la situation, moi je trouve, parce que dans son écriture à la Lost, où il se focalisait justement sur un épisode, un personnage, adapter ça sur Watchmen, ça peut être intéressant. Il aime bien aussi mélanger les références à la culture populaire et oui. dans le film et dans le comics, oui, effectivement, les musiques des musiques de Bob Dylan et tout, effectivement, oui, ça déborde de références à la culture pop, tout à fait. Donc c'est vraiment un projet qu'on a envie de suivre et de voir ce que ça peut donner. Après, effectivement, au niveau budget aussi, est-ce que ça va coincer ou pas, même si maintenant ils arrivent quand même à faire des choses. Ouais, ils ont des trucs qui ont des bonnes gueules. Hein. Quand tu vois Game of Thrones, je pense que le budget d'une éventuelle adaptation de Watchmen serait moindre que du Game of Thrones, à mon avis. Et puis mentionnons l'éléphant dans la pièce, pardon, je mélange le français et l'anglais, je suis un peu foufou, je suis Jean-Claude Van Damme, c'est mon côté belge. Salut Jean-Claude. Le zizi de Dr Manhattan. Oui, effectivement, Billy Crudup. Lindelof va se faire plaisir avec ça. Oh putain, mais voilà, il va reprendre notre ami de The Leftovers. Le mec du sous-marin. Il va reprendre Justin Theroux pour faire le rôle de Dr Manhattan, c'est pas possible. Ouais, voilà, il y aura des bits sur HBO à nouveau. Bravo. Et ça sera la plus grande jamais vue. On vient de me signaler que les 10 € venaient d'être retirés du crowdfunding. Désolé. Merde. Donc voilà, c'est quand même un projet. C'est pareil, est-ce que ça va voir le jour en 2018 cette histoire c'est plus 2019. Hein. Ouais, je pense que ça sera plutôt début 2019. Ouais, parce que là, ils vont faire le pilote, puis il va être greenlighté. Ça sera pour, à mon avis, septembre approximativement, dans ces eaux-là, pour 2019. Oula, donc on a encore pas mal de temps. Donc là, pendant qu'on y est sur notre ami... On sera plus là, je pense. Non, on sera mort. On sera décédé. Donc notre ami Lindelof est de sa série The Leftovers qui s'est terminée cette année et qui est reparti bredouille des Emmy Awards, n'est-ce pas?
Ouais, là, on a eu les résultats des Emmy Awards de dimanche. Donc il faut que je sorte mon petit papier résultat parce que je ne les ai pas tous en test forcément. Mais rappelons donc pour les choses les plus intéressantes, donc la meilleure série dramatique. Donc rappelons que les Emmy Awards c'est les Oscars mais des séries télé en gros. Donc les nominés c'était quand même Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, House of Cards, Stranger Things, This Is Us et Westworld. This Is Us, putain, sérieusement. Et donc c'est Handmaid's Tale qui a raflé le gros lot. Et d'ailleurs qui a raflé même tous les gros lots, puisque c'est eux qui ont aussi décroché tout ce qui est meilleure actrice, des seconds rôles et par-ci par-là. Après effectivement le scandale c'est que donc Elisabeth Moss a eu meilleure actrice pour The Handmaid's Tale, donc elle est c'est vrai formidable dans la série, mais dans les nominations il n'y avait même pas Carrie Coon de The Leftovers. Un véritable scandale, un scandale absolu. Parce que quoi qu'on en pense de la série, qu'on ne la mette même pas en nomination, je peux encore comprendre, mais qu'on ne mette pas Carrie Coon, c'est quand même... Elle a tenu la série pendant un bon moment, effectivement, c'est un scandale. Ça me casse carrément les couilles. Après, l'autre grand gagnant de cette soirée en série limitée, c'est Big Little Lies, dont on avait déjà parlé dans Bug. Les turpétudes d'une bande de grognasses, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui remporte pas mal de prix. D'ailleurs, Laura Dern a gagné un prix pour cette série-là. On se demande comment, parce qu'elle a un rôle absolument tout petit, quoi. Alors, effectivement, c'est pour un second rôle, mais bon, elle n'a pas un rôle non plus incroyable. Après, t'as Riz Ahmed pour The Night Of qui a eu le prix du meilleur acteur dans une série. Et là, c'était mérité aussi, ouais. Parce que The Night Of, on le conseille, c'était une mini-série très sympathique. Après, tout ce qui est comique, moi je connais pas trop. Seb connaît peut-être mieux, puisque donc, en même temps, VIP, je suis pas sûr que tu. Non, j'ai pas trop suivi, j'ai lâché la saison 1, mais Julia Louis-Dreyfus le gagne tous les ans, j'ai l'impression. Donc, ouais, moi aussi. Ça fait, je pense qu'il faudrait instaurer une règle à ce niveau-là, quoi. Au bout d'un moment, laisser au moins une année sans que le mec soit nommé, et puis voilà, parce que ça devient ridicule, quoi. C'est clair. Après, du coup, il y a Donald Glover pour Atlanta qui gagne aussi pas mal de choses et qui a plutôt bonne presse. J'ai jamais regardé, mais. J'ai lâché au bout d'un épisode et demi. Ouais. C'était chiant. Et après, l'autre prix attendu en général de cette cérémonie, c'est celle du meilleur acteur dans une série dramatique. Et donc là, le grand gagnant, première saison, première victoire, puisque c'est Stanley Key Brown de This Is Us qui le gagne, donc qui est le Black de la série. Et donc il avait quand même du lourd en face de lui, puisqu'il y avait Anthony Hopkins pour Westworld, il y avait Bob Odenkirk pour Better Call Saul, Matthew Rhys The Americans, Liv Schreiber pour Red Donovan, Kevin Spacey pour House of Cards et Milo Ventimiglia pour This Is Us aussi. Ah, quand même. Donc il succède à une belle pléthore d'acteurs qui ont remporté ce prix. Je sens que Seb se retient de réagir sur cette victoire. Ouais, enfin, je trouve pas que This Is Us soit une catastrophe ou quoi que ce soit, j'ai juste l'impression que c'est totalement surestimé, quoi. Ça part un peu en couille, là. T'inquiète, il y aura le retour de bâton qui va arriver. Oui, à mon avis, oui. Comme Stranger Things d'ailleurs, je pense que ça va arriver pour la saison 2 aussi. Même s'ils ont rien gagné du tout, ce qui était normal. Mais après que ce soit lui qui l'ait eu pour This Is Us, c'est quand même normal parce que je trouve que c'est quand même lui le meilleur personnage de la série. Et c'était pas le copain de la sœur, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Le mec lourd qui fait des blagues tout le temps. Ah oui. Ouais, non, lui il y est pas. Non, dommage. Et puis on peut signaler aussi que l'épisode de Black Mirror dont Kevin s'était pignolé dessus, San Junipero, a été sacré meilleur téléfilm pour cette saison. Et alors, si je peux juste me permettre, cet épisode, j'ai pas compris. Enfin voilà, j'ai compris pourquoi ça avait marché plus à tel point de gens, mais ça m'a fait ni chaud ni froid cette affaire. Mais donc vous avez compris le principe un petit peu de tous ces prix, hein, c'est encore la femme qui est placée au centre de tout ça, puisque The Handmaid's Tale ne parle aussi que de ça. Donc moi j'ai vu 8 épisodes de Handmaid's Tale sur les 10 qui sont faits pour l'instant. Je trouve que la série est vraiment très sympathique, mais là je commence sur les 2 derniers épisodes, donc j'attends vraiment de voir la fin de la saison pour avoir un avis global et définitif. Là je trouve qu'il y a une baisse de régime qui se fait. Je suis un peu déçu par les choix narratifs faits et j'ai l'impression que la série n'a pas tant de choses que ça à raconter, donc à voir sur cette fin de saison. Mais après qu'elle remporte, pourquoi pas, puisqu'il n'y avait même pas The Leftovers en face.
même s'il y avait This Is Us que j'avais aussi beaucoup aimé. Après, la grande période de cette cérémonie, c'est Westworld, puisqu'ils étaient nominés 22 fois, et ils sont repartis avec que dalle. Ouh, joli. Alors que c'est pas François Ozon qui a... Oui, dans le jargon, ça s'appelle... ouais, effectivement. Et ça arrive souvent, ça, quand même. Mais en même temps, Westworld, moi, j'avais quand même lâché l'affaire après le premier épisode, parce que je trouvais ça incroyablement pédant et lourd et tout ce que vous voulez. Peut-être à tort, hein, peut-être... Non, c'est la même chose dans les 9 suivants. D'accord, donc ça confirme l'idée que j'avais eue sur le pilote, que j'avais trouvé vraiment extrêmement pénible. Donc je me suis pas continué j'avais pas continué l'affaire, mais pourquoi pas, hein, ne jamais dire jamais. En tout cas, cette cérémonie m'a confirmé et rappelé que cette dernière saison des séries télé, je trouve que ça a été une des meilleures depuis quelques années. Je trouve qu'il y a eu plein de nouvelles séries vraiment intéressantes qui sont arrivées à la télévision. Donc il y a eu The Handmaid's Tale, Stranger Things, moi j'aime bien. Il y a eu This Is Us, Westworld, pareil. Tu as des séries qui avaient peut-être des défauts, mais déjà très prometteurs pour la suite. Et même des séries qu'on aimait déjà ont eu des grandes saisons comme Game of Thrones, The Leftovers, il y a eu le retour de Twin Peaks. Donc on a été assez gâtés. Mais rappelons que pour les Emmy Awards, Twin Peaks ne pourra être nominé que lors de la prochaine cérémonie. Ouais, à mon avis, ce sera oublié d'ici là. Elle a été diffusée trop tard pour participer à celle de cette année, mais par contre, elle pourra concourir dans toutes les catégories. Hein. Meilleure comique, meilleure série comique, meilleure série dramatique, clairement, ça pourra aller dans toutes les catégories. Je crois que le meilleur épisode c'est sur le Handmaid's Tale, qui a dû l'avoir, alors que là, Lynch, s'il l'a pas pour l'épisode 8 de Twin Peaks, ça serait honteux. Et donc ce petit débriefing des Emmy Awards, c'était fort sympathique, ça nous remet un peu l'église au centre du village. Et donc on peut remarquer quand même quand on voit les réactions de certains participants à la cérémonie, parce que j'ai suivi ça de très loin, mais j'ai vu une actrice qui n'avait pas eu la statuette, qui nous avait lâché un beau juron en direct devant les caméras, et je me suis dit que là en fait c'était très important pour les comédiens et autres, alors que pour nous clairement on s'en bat les steaks. Ouais. donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à aborder, les garçons, sachant que le temps nous est compté. Moi j'ai vu une petite info qui m'a interloqué. C'est une série qui va arriver aussi dans les années qui vont suivre. C'est Jim Carrey qui s'en serait l'acteur principal. Et donc ça s'appellerait Kidding. Et ça serait produit par Showtime. Et apparemment ce serait Michel Gondry qui serait à la réal de la série, voire du pilote. Donc il se retrouverait après Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et je trouve que le truc est très alléchant. Je suis pas un fan de Gondry ni d'Eternal Sunshine, contrairement à plein de gens. Mais après, le pitch est extrêmement simple de la série, mais c'est le truc qu'il faut faire pour Jim Carrey, puisqu'en fait, il incarnerait un espèce de personnage de télévision. Il aurait une émission pour les enfants qui serait donc adoré de tout le monde, un peu des enfants. Et en fait, dans sa vie, ça se passerait pas très bien avec sa famille et tout ça. Donc ça jouerait sur la comédie et le dramatique pour Jim Carrey. Et pour le coup, j'adore Jim Carrey, et je pense que c'est un acteur qui a encore plein de choses à prouver. Et l'amener sur un premier rôle à la télévision, ça peut être très intéressant. En plus, sur Showtime, qui est une chaîne quand même qui fait des séries intéressantes. Ouais. Je trouve que Showtime, généralement, c'est bien au début, puis ça devient vite de la merde. Ouais, c'est ça. Enfin, après, il ne faut pas qu'ils tirent sur la corde. Mais affaire à suivre, quoi. Parce que... Et d'ailleurs, justement, pour en parler encore de Jim Carrey, c'est que je crois que très prochainement va être disponible un fameux making-of documentaire sur le tournage de Man on the Moon, donc sur ce génie absolu qui était Andy Kaufman, et qui a interprété Jim Carrey dans le film de Milos Forman, Man on the Moon, que je conseille très fortement à nos auditeurs. Brillamment interprété, tu voulais dire. Oui, tout à fait, brillamment interprété. Andy Kaufman est comme je l'ai déjà dit, un génie de l'humour. Et donc voilà, il y a un documentaire qui devrait être disponible assez prochainement. Les échos qu'on en a disent que le truc est assez dingue. Et moi j'ai très très hâte de voir ça. Et ça devrait être dispo, si je ne m'abuse, sur Netflix, comme souvent. Apparemment, ils sont en train d'essayer de choper les droits. Ouais, voilà, exactement. Donc ça, moi je l'attends aussi avec une impatience non dissimulée. Donc, écoutez, on a encore quelques minutes. Ouais, encore des petites infos, moi, que j'ai notées vite fait pour les auditeurs qu'il faut signaler. Ouais. On a eu Ryan Gosling chez Michel Drucker
Big up Alison. Et Harrison Ford, aujourd'hui sur Vivement Dimanche. Voilà. J'ai pas vu la prestation, mais apparemment les questions étaient catastrophiques de Michel Drucker. Donc est-ce qu'ils lui ont fait faire de la couture comme Sylvester Stallone au Grand Journal? Ça reste à suivre. Est-ce qu'il a caressé la chienne de Michel? C'est aussi quelque chose que j'aimerais savoir. It's a funny dog. Et l'info aussi du week-end, c'est la nouvelle dentition de Anne Romanoff, qui a priori s'est fait Un un blanchiment. nouveau râtelier. Et c'est Jean-Marc Morandini dans la mâchoire maintenant. Il va falloir que j'aille voir ça, tiens. J'ai raté l'info. En tout cas, on avait prévu de parler de la résurrection de la saga Halloween avec Jamie Lee Curtis, mais Ouais. je pense qu'on va se le garder ça pour un autre jour. Donc oui, alors Disons est-ce que- simplement que Jamie Lee Curtis était déjà revenu sur Halloween après avoir quitté quelques épisodes et que c'était de la merde. Donc moi je m'emballe pas pour cette info. Et comme Linda Hamilton, elle meurt aussi dans la saga. Donc Ah oui, en plus. Oui, oui, on va annuler des épisodes. Quoi. Ah oui, non, mais clairement. Et je sais même pas si Carpenter est dans l'affaire. J'ai envie de dire que oui. Il produit, oui. Hein. Ouais, parce que j'allais dire que maintenant le bon vieux Big John, il est juste là pour compter son beau pognon. Donc malheureusement, oui, il doit encore être derrière pour essayer de croyais qu'il ramasser était encore mort. quelques feux. Bah, artistiquement, moi Oui. j'ai du mal à le dire, mais oui, il est mort et ses albums musique, c'est mort. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que j'ai un respect immense pour John, mais alors là, depuis une dizaine d'années, c'est plus possible. Donc voilà. Sinon, un petit mot, les garçons, sur aussi cette information qui est parue dans les 15 derniers jours, c'est l'arrivée de Pascal Obispo dans le jury de The Voice à la place de Florent Pagny. Ah merde. Ouais, On perd un chanteur nul pour un autre. Putain, ça fait chier. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il a quand même de la bouteille, du métier, donc il peut apporter vraiment un plus à l'émission, Un point de son vue. expérience. Un point de vue, ouais, je pense aussi qu'il aura un point de vue intéressant. Ouais. En plus, il a écrit pour d'autres chanteurs, donc assez prestigieux, donc ça. Vous pensez qu'il Ouais. va allumer le feu? Je sais pas, mais en tout cas, Référence. on laisse à nos jeunes auditeurs le soin de chercher sur YouTube. Donc, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait aborder. Chers auditeurs. Une question qui tue peut-être, Seb. Ah oui. Je pense pas qu'on va avoir le temps de faire. Eh ben ça, vas-y, mais tant pis. En vitesse, je me demandais quelle saga ou franchise ou juste film tout simple que vous adorez à des fans qui vous font avoir honte de l'aimer. Je vais prendre mon exemple à moi, hein. J'ai Star Wars avec des fans pareils, pas besoin de détracteurs, et ça, c'est beau. Je fais évidemment référence à cette pétition à la con parce que des gens ne sont pas contents que J.J. Abrams réalise le 9ème. Je voudrais juste rappeler que le Retour du Jedi est très bien, même s'il a beaucoup de problèmes. Mais Richard Marquand, les mecs, vous vous souvenez de qui est Richard Marquand et ce qu'il a fait après? Rien. Donc, L'homme voilà. de paille. Et ouais, mais c'est une bonne question, mais waouh, des fans dont la salle, enfin voilà, des fans de ça. Moi, j'ai trouvé. Je suis fan de Julien Doré et je trouve qu'il y a plein de fans qui sont absolument. C'est un film, Julien Doré? Ah bah ça, Non, mais- ça devrait. Ses cheveux, c'est un film. C'est pas possible, ça c'est- peut pas être vrai. En tout cas, c'est une vraie bonne question. Ah hein. oui. Je pense que les fans d'Harry Potter vont être absolument insupportables. Mais moi, c'est une saga que j'aime pas, donc je m'en bats les couilles. Les fans de Rihanna et de Beyoncé, pour aller un peu au-delà du cinéma, sont insupportables aussi, par exemple. Oui, bah après, j'ai envie de dire que dans l'absolu, les fans, en général, sont pénibles. Quand la passion est trop dévorante, c'est un petit peu dommage, mais je pense que les fans de la saga Rocky, ils sont cool. Je suis jamais tombé sur des extrémistes de Rocky, ça serait marrant d'ailleurs, s'ils Les existent. fans de Baby Cart aussi sont pas trop. Ouais, voilà, ils sont pas trop pénibles. Les fans du Seigneur des Anneaux, sur The Hobbit, ils ont commencé à se manifester, mais c'est resté plutôt poli. Parce qu'en même temps, ils ont autre chose à faire. Ils ont à s'occuper de leurs longs cheveux et de leur barbe et de jouer de la mandoline au clair de lune. Donc, Et ils passent 12 heures par jour à regarder la saga tous les jours, donc en même temps, ça aide pas. Ouais, j'ai d'ailleurs lu quelque chose à ce sujet ce week-end sur le fait que des mecs avaient remonté la saga The Hobbit pour la faire parfaitement coller au bouquin de Tolkien et que donc sur Je les l'ai 4 vu heures- cette version, je l'ai vu. Et donc tu confirmes qu'elle ne fait plus qu'1h30. Non, pour le coup, c'est quand même presque 3 heures, mais c'est de la merde. Ah bah il y a une autre version qui fait à peu près ok. 1h30 où ils ont vraiment viré tout ce qui n'était pas dans le bouquin. Donc cherchez, chers auditeurs, si vous avez le courage.
Ça doit pas être Et bon, donc, ça. ouais, non, ça doit pas être terrible non plus cette affaire, effectivement. Mais ouais, non, je sais pas, Star Wars, c'est pas une saga que je porte en amour, donc voilà. Non, je crois pas avoir vraiment. Si un jour ça me vient, j'en parlerai, soyez-en certains. Oh putain, il reste 30 secondes. Oh non, merde, Seb, comment tu vas faire pour le montage? Euh, Alors, chers auditeurs, faites attention parce qu'on prépare une émission foire aux questions. Donc, on va répondre à toutes les questions que vous nous enverrez. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à laisser vos questions soit sur la vidéo YouTube, soit sur Twitter, sur le compte Bug le Podcast, soit sur celui de l'émission, soit sur celui de Seb. T'es pas obligé de te presser, Seb. mec, hein, on a dépassé le timing. C'est moi qui vais me faire chier au mixage. Trop tard, c'est fini, on est mort. Donc, alors, on va pouvoir reparler. Non, donc Prends voilà. ton temps, vas-y. Donc voilà, je recommence. Donc la foire aux questions. Donc vous allez pouvoir nous poser toutes les questions que vous voulez. Par exemple, la taille du sexe de Bastien. Voilà, n'ayez aucun tabou. Et vous nous envoyez ça et nous ferons une émission spéciale très prochainement, je pense après la 20e. Hein, c'est ça les garçons? Ouais, on fera ça, ouais, pour la 20e, ouais. Ouais, On va voilà. rassembler toutes les questions, Ouais, voilà. triées Et- par thématique, je pense. Ouais, parce que je pense que ça va nous donner un peu de boulot. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas sous les vidéos YouTube, sur Twitter, donc Bug le Podcast pour le Twitter de l'émission, Grumpy Seb pour celui de Seb, Manuel Ferrara pour celui de Bastien, et pour le mien c'est Alphonse Dadet. Donc n'hésitez pas à nous laisser. Du coup, toutes ça vos m'inquiète questions. un petit peu, parce que si Manuel Ferrara est vraiment sur Twitter, il va peut-être Oui. et que Bastien soit le plus populaire d'entre nous, il va peut-être falloir aller lui demander d'aller vérifier ses tweets pour nous envoyer des questions. Ça va être compliqué. Et j'espère Ah, qu'il va oui. pas confondre une question personnelle pour lui avec une question pour Bug. Parce Oui. que moi, je sais pas comment je vais vous expliquer comment fonctionne le vagin de machin bidule. Non, parce qu'il faut dire que Manuel Ferrara et Bug, enfin les fans c'est les mêmes. On a le même public. Exactement. Enfin, c'est tout ce qu'on espère en tout cas. Public qui ne se manifeste pas trop parce qu'il a honte. Et qui écoute nos émissions avec le paquet de mouchoirs à la main. Donc, Exactement. sur ce, eh bien écoutez, nous avons dépassé donc le temps de 2 minutes, donc c'est parfait. On aurait pu faire plus court, mais ce n'est pas dans nos habitudes. Sur ce, messieurs, Manuel on se Ferrara dit, non plus, il fait pas court. Je disais Manuel Ferrara non plus ne fait pas court. ouais, effectivement, il essaye de faire sous les 1 heure aussi, mais généralement il dépasse un peu. Donc, dans tous les domaines. Donc sur ce, messieurs, nous allons rendre l'antenne. Chers auditeurs, on t'aime. Seb, à la prochaine. Allez, Un dernier mot peut-être. prout. Et Bastien, un dernier mot peut-être. Virgule. Virgule. Eh bien, messieurs, portez-vous bien et d'ici là, n'hésitez pas à regarder des bons films ou des mauvais. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.